Bonjour tout le monde. Bienvenue au premier webinaire de notre projet sur l'indice de potentiel de connectivité écologique. C'est le premier webinaire que nous organisons sur le sujet. Il y en aura un autre en juin et un en septembre. Alors, je vais d'abord me présenter très rapidement. Hervé Moelle, je suis le cofondateur de Arpas France et j'ai initié et piloté ce projet qui existe aujourd'hui depuis 3 ans avec nos partenaires. Et Guy? Bonjour, moi c'est Tanguy Lucas. Je suis directeur scientifique du projet sur l'indicateur de potentialité écologique. Je suis docteur en écologie. J'ai fait une thèse sur l'intégration des questions d'aménagement, de biodiversité dans les aménagements avec Nathalie Machon et le professeur Philippe Clergeon. OK. Alors, nous allons démarrer donc un premier webinaire sur le thème de comment faciliter donc la définition des trames vertes urbaines. Alors, très rapidement, nous allons vous présenter. Ça va être organisé autour de 4 points. Un point sur les enjeux de la biodiversité urbaine et des trames écologiques urbaines. Un deuxième point où Tanguy vous présentera l'indice de potentiel de connectivité écologique par l'eau immobilier. Un troisième point sur les premiers apports que nous avons étudiés de ces cartes d'indices avec nos partenaires. Et puis des questions. Sur les questions, n'hésitez pas à les poser sur l'onglet questions et réponses de manière à ce que vous nous les adressiez et donc nous répondrons donc à la fin de la présentation sur les questions que vous nous avez posées. Alors, après cette présentée, une rapide présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Arpas Trans est un cabinet de conseil et d'ingénierie spécialisé dans la ville et dans l'immobilier. Nous sommes donc 110 consultants et ingénieurs et nous avons 4 métiers. Un métier de la programmation et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage des projets immobiliers, un métier des stratégies durables et de transition, et en particulier tout ce qui concerne les bâtiments, les quartiers, les villes durables, un métier de l'aménagement des espaces de travail, et un dernier métier qui nous concerne plus particulièrement, le métier donc de la biodiversité et du paysage. C'est une équipe, donc grosso modo, il y a un quart, un quart, un quart de métiers, avec un petit quart pour biodiversité et paysage, avec aujourd'hui 22 écologues et ingénieurs sur ces questions de biodiversité. Nous sommes spécialisés sur les questions de biodiversité urbaine et sur lequel donc, nous menons 3 grands types de missions, des missions de stratégie en définissant en particulier des feuilles de route avec des acteurs, des cartographies de patrimoine, des indicateurs de biodiversité, dont l'indicateur de potentiel de connectivité écologique, un métier de tout ce qui tourne autour de l'ingénierie du vivant, en particulier tous les aspects réglementaires, mais aussi tout ce qui concerne les assistances à maîtrise d'ouvrage sur la biodiversité des projets ou des aménagements, ainsi que des assistances à maîtrise d'ouvrage sur les certifications. Nous sommes en particulier un très gros acteur de éco-jardin. Enfin, dernier point, des études paysagères et de génie écologique pour la mise en œuvre et la réalisation de projets, en particulier de renaturation. Alors, dans quel contexte nous permettons de vous parler de l'indicateur de potentiel de connectivité écologique? C'est un projet que nous menons en réalité depuis 3 ans avec nos partenaires. C'est la troisième année que nous travaillons avec nos partenaires. C'est un projet qui regroupe aujourd'hui nous-mêmes, que nous portons ce projet et nous le finançons. Euh, un comité scientifique, en particulier avec Céline Clausel, qui est une des cofondatrices du logiciel Grapha, Marc Bourgeois à Lyon, qui lui aussi est un des cofondateurs de Graphab, que nous allons vous présenter tout à l'heure, qui nous sert d'outil pour élaborer nos simulations et nos préconisations.
Donc, Nathalie Machon du Muséum, qui travaille avec nous, et Bréant Padilla du Muséum, et aussi l'INRAE avec Hugo Dumontet. Et en travaillant donc ensemble et avec un comité scientifique, nous impliquons et nous avons la chance de bénéficier d'un partenariat avec l'ARB qui a, dès le début, souhaité et a donné son accord pour nous accompagner dans ce projet. Et nous sommes très, très heureux et fiers de pouvoir avoir l'ARB comme partenaire, ce qui nous permet aussi d'avoir une dimension régionale dans nos projets. Et puis ensuite, 5 collectivités que je remercie chaleureusement. Pour certaines, travaillent maintenant depuis 3 ans avec nous, comme Aulnay, comme Gennevilliers, comme Saint-Germain, comme Marly-Gondoire, hein, qui depuis 3 ans travaillent avec nous sur ces projets de recherche. La ville de Chaville nous a rejoints cette année dans le projet. Et puis, nous avons initié avec CDC Habitat un partenariat avec des entreprises. C'est un format que nous allons sûrement développer. CDC Habitat qui, avec ses plus de 2000 implantations à travers la région Île-de-France, souhaitait voir comment apprécier le rôle que pouvaient avoir ces résidences en termes par rapport à la connectivité écologique et aux trames écologiques urbaines des collectivités où ces résidences sont installées. C'est un projet, je vous disais, c'est un projet qui aujourd'hui existe depuis qui est à sa 3e année. Il y a 2 ans, nous avions travaillé sur la définition des réseaux écologiques des villes et partenaires, en nous appuyant en particulier sur les démarches qui avaient été élaborées au cours de la thèse que nous avions financée avec Paul Savary, où nous avions développé une approche qui nous permettait de définir finement les réseaux écologiques à partir de leur dimension génétique. Et donc, nous avons travaillé l'année dernière à l'élaboration de l'indicateur qui va vous être présenté tout à l'heure par Tanguy. Et nous travaillons cette année 2024 avec les partenaires sur un premier thème qui est le renforcement de l'indice de potentiel de connectivité écologique, qui vise donc à améliorer cet indice, en particulier en permettant de voir comment nous pouvons intégrer des nouvelles trames, en particulier la trame zone humide, la trame noire, la trame blanche, la trame brune. Je pense que nous aurons en novembre prochain le plaisir de vous faire part des avancées que nous avons faites dans ces domaines. Nous travaillons et nous avons fait une première étape en ce mois d'avril sur l'accroissement des espèces prises en compte par nos modélisations. Nous avons aujourd'hui à peu près une vingtaine d'espèces qui sont prises en compte et nous devrions pouvoir s'assurer qu'une centaine d'espèces urbanophiles et urbanotolérantes peuvent être prises en compte par nos simulations. Nous travaillons aussi sur l'amélioration de la cartographie. Et Tanguy aussi a un fort enjeu et un fort attrait sur le développement de l'extension France de l'indicateur. L'indice est aujourd'hui développé donc sur la région Île-de-France, mais nous avons déjà fait un certain nombre d'investigations et c'est bien sûr un indice qui peut être développé dans des régions autres que l'Île-de-France. Deuxième thème important de cette année dans le cadre du projet, c'est le thème donc de l'application de l'indice aux enjeux des collectivités partenaires. Alors, peut-être avant de laisser la parole à Tanguy sur l'essentiel, qui est la présentation de l'indice, peut-être vous situer pourquoi il nous semble intéressant de travailler sur l'élaboration, la constitution et le renforcement des trames écologiques urbaines. Qui sont les trames complémentaires des trames vertes et bleues qui sont aujourd'hui développées au niveau régional et qui sont des trames qui sont développées en particulier par rapport aux trames forestières, aux trames agricoles, aux trames bleues. Nous nous centrons sur notre propos sur les trames en milieu urbain et périurbain. Pourquoi? Alors, je ne vais pas vous redire, nous faisons
face aujourd'hui à un effondrement de la biodiversité, un effondrement qui est dramatique et qui s'accélère et qui est toujours présent aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout lieu pouvant agir pour conserver, restaurer, participer à l'accroissement de la biodiversité est à mobiliser pour pouvoir faire face aux chutes actuelles que nous avons en matière de biodiversité. Alors c'est sûr que le milieu marin, les grandes forêts tropicales, les habitats spécifiques sont des lieux, les montagnes sont des lieux à privilégier en termes d'action sur la biodiversité et la conservation, mais le choc est tellement important qu'il faut pouvoir mobiliser tous les milieux, et donc en particulier le milieu de la biodiversité urbaine. Ce milieu s'avère de plus être favorable pour la biodiversité, dans le fait que, alors, nombreuses discussions dans le fait que la prédation est différente, par certains côtés moindre, et il y a aussi des sources de nourriture particulières. Alors peut-être certaines sources posent des problèmes parce qu'elles sont trop liées à une relation à l'homme, mais cette caractéristique, il y a souvent aujourd'hui des habitats de meilleure qualité, en particulier par rapport à la trame agricole. La chance d'avoir dans les villes des politiques zéro phyto est un vrai avantage en termes de biodiversité. Et il y a la possibilité de mettre en place des politiques de conservation. Je vais par la suite insister sur ce point. Et il y a l'intérêt et aussi la qualité des actions en milieu urbain, c'est que nous sommes à plus de 80-90% des Français qui habitons dans des milieux urbains et périurbains. Et donc, toute action de biodiversité en milieu urbain et périurbain peut faire l'objet de communication, de formation, de sensibilisation sur ces questions de biodiversité. L'autre point, c'est que, alors j'ai souhaité évoquer deux cas internationaux. Il y a bien sûr le cas des différentes agences régionales de biodiversité, et en particulier de l'ARB Île-de-France, mais on s'aperçoit finalement que les milieux urbains sont des milieux qui sont intéressants en termes de conservation. Donc, par exemple, une étude a été menée et un plan d'action a été implanté en Australie, où on s'est aperçu que 30% des espèces à risque étaient localisés dans le milieu urbain et les milieux urbains pouvaient être des milieux qui pouvaient permettre de mettre en place des politiques de conservation et de préservation. Pareil, un exemple très connu, c'est l'exemple de l'école écologique de Berlin, qui a travaillé depuis de nombreuses années pour mettre en place des plans de conservation et de développement de la biodiversité. Et la révélation aussi, puisque c'est un point important, de l'existence d'une biodiversité dite ordinaire et de l'intérêt de pouvoir agir sur cette biodiversité ordinaire. Alors, pourquoi travailler sur les trames écologiques ou les réseaux écologiques urbains? Alors, je dirais c'est que les trames, c'est la base pour pouvoir mettre en place des politiques de biodiversité. Je prends toujours la métaphore, pour avoir du pain, il faut du blé, et pour avoir du blé, il faut des terres où on puisse cultiver le blé. Ben, c'est pareil pour la biodiversité. Il faut des trames, il faut des réseaux écologiques qui permettent à la biodiversité d'exister, ces trames étant constituées à la fois de réservoirs de biodiversité, de corridors qui permettent de faire des liens entre ces réservoirs, les liens étant nécessaires pour assurer soit des zones pour se nourrir, soit des zones pour se reproduire, soit des zones pour qu'une population globale puisse exister en ayant une diversité génétique suffisante. Donc, la trame est la base de l'action en termes de biodiversité. Et donc, le développement de la trame est une base pour pouvoir développer une politique de biodiversité. Alors, il y a une spécificité, bien sûr, des réseaux écologiques. D'abord, il y a une fragmentation qui est très, très importante et considérable. Donc, il y a une nécessité d'autant plus de travailler sur ces problèmes de rupture de corridors et de reconstitution de corridors. Il y a une rareté des réservoirs. Et c'est un point qui est soulevé, et donc en particulier la stratégie nationale de biodiversité de la France, suite à COP 15, a pris un engagement qui permette de garder les niveaux d'espace vert aujourd'hui dans les villes, voire à terme de les accroître. Ça, c'est un point important, et d'améliorer la qualité de ces espaces verts. Il y a bien sûr une spécificité en termes d'espèces. Il y a des espèces
classiques, mais il y a aussi beaucoup d'espèces cultivées ou exotiques et dont il faut arriver à assurer une écologie avec les espèces indigènes. Et il y a aussi donc toute la problématique de l'acceptation par les espèces du milieu urbain, même si on s'aperçoit que beaucoup d'espèces développent des comportements leur permettant d'agir en milieu urbain. Alors, pourquoi avoir des réseaux économiques et quel peut être pour une collectivité l'intérêt de travailler sur ces questions de réseau écologique et pour quel objectif? C'est un, d'assurer une transparence et en particulier donc la possibilité pour les espèces de ne pas être bloquées par le milieu urbain et périurbain. Le fait de pouvoir offrir par cette politique des habitats de meilleure qualité, voire des nouveaux habitats, même si la bataille sur le foncier est une bataille très forte, de fournir aussi des appuis sur les trames vertes régionales, forestières, agricoles, bleues, et donc d'avoir un milieu urbain qui joue en support de ces grandes trames, tout en respectant le fait qu'on vit dans un milieu très anthropisé et que donc on ne va pas retrouver une jungle au niveau de la ville où il y a quelques cas, mais on voit bien qu'il y a tout un travail aujourd'hui culturel à faire pour accepter la nature en tant que telle. Alors, pour les collectivités, ça devient un enjeu important de traiter ces trames écologiques, en particulier parce que, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que de plus en plus de collectivités s'aperçoivent qu'elles peuvent avoir un rôle important, un rôle, si ce n'est important, un rôle significateur, un apport à la fois en termes de biodiversité et en termes de formation et de sensibilisation sur la biodiversité. Donc, les actions en matière de biodiversité en milieu urbain, périurbain ont une utilité. Deuxièmement, il y a les obligations. Donc, il y a aujourd'hui une obligation dans le code de l'urbanisme de traiter ces questions de continuité écologique. Les dernières lois ont renforcé la nécessité et l'obligation d'avoir, dans le cadre des PLUI, des OAP dédiés spécifiquement sur les questions de continuité écologique. Voilà. Et aussi, on s'aperçoit dans le milieu des collectivités que le travail sur les biodiversités, qui entraîne un travail sur la nature en ville, est un élément qui est structurant pour les projets d'aménagement d'une ville, de manière à reconstituer et avoir une nature en ville qui, en termes d'aménité, de création de liens sociaux, etc., est un vrai atout de la nature. Couplé à un intérêt des citoyens, même si c'est un sujet souvent, comme tous les sujets environnementaux, à discussion, ça reste quand même un sujet qui est reconnu par les citoyens d'une ville comme un sujet d'intérêt et d'attrait, et aussi des co-bénéfices, puisque à partir des politiques de trame écologique, on peut les relier à d'autres enjeux de la ville, comme le traitement des îlots de chaleur par l'apport d'îlots de fraîcheur, comme le fait d'aider les villes à traiter leurs questions de sobriété foncière et plus généralement d'application du ZAN, tout ce qui tourne autour des gestions de l'eau, en particulier de l'eau pluviale, a des liens très étroits et très faciles avec les trames écologiques. Les questions donc de mixité et de bien vivre, l'importance des aménités vertes et des paysages par rapport à la vie de la cité, des enjeux de sécurité et aussi des enjeux à la fois de développement de mobilité douce comme la marche ou de construire des solutions de co-construction entre les mobilités, par exemple la mobilité vélo et les trams écologiques. Donc il y a des liens très étroits avec d'autres enjeux importants de la ville. Donc l'importance pour les collectivités locales, l'importance pour les acteurs qui travaillent pour les collectivités locales sur l'urbanisme et les projets, de pouvoir asseoir leur politique d'asseoir des politiques qui permettent de développer les trames écologiques. Georges, je vais laisser maintenant la parole à Tanguy pour qu'il vous présente l'indice de potentiel de connectivité écologique que nous avons développé justement pour aider à la constitution des trames écologiques. Comme l'a dit Hervé, la connectivité et les réseaux écologiques sont très importants pour la biodiversité en ville. Et de nombreuses recherches commencent à le montrer. Mais la question est de savoir comment justement planifier ces trames en ville
où est-ce qu'il faut végétaliser pour améliorer ces réseaux écologiques et, in fine, accueillir plus d'espèces dans le milieu urbain. L'un des outils que nous, on a utilisé pour développer notre indicateur, c'est Grafab, qui est un outil de simulation qui est très efficient et qui a été développé en France par l'Université de Besançon et le laboratoire TEMA. L'avantage de cet outil qui permet de simuler les déplacements de nombreuses espèces dans un paysage, c'est qu'il est utilisé par de nombreuses institutions publiques, des laboratoires comme le CESCO, il est utilisé par l'OFB, par le CEREMA. Il a été validé à la fois par la sphère institutionnelle, mais aussi par des collectivités comme la métropole du Grand Lyon, Strasbourg, la métropole de Toulouse et de nombreux autres départements et ou collectivités. L'avantage de cet outil, c'est également qu'il est open source et donc il n'y a pas d'effet de boîte noire. La communauté d'utilisateurs continue à le développer et on sait ce que représentent les calculs. Il est totalement ouvert et donc chaque utilisateur peut le prendre en main. L'un de ses autres avantages, c'est qu'il y a différents niveaux de complexité pour les utilisateurs. Donc, un utilisateur de type collectivité peut très bien le prendre en main et il est aussi utilisé par les chercheurs. Donc, il y a vraiment une graduation de sa complexité. Enfin, son dernier avantage, c'est qu'il offre des applications opérationnelles. Donc, outre le fait qu'on peut quantifier la connectivité d'un paysage et donc qualifier les réseaux écologiques d'un territoire, on peut aussi évaluer par des diagnostics l'effet d'un projet sur la connectivité et donc essayer de moduler ou de modifier son projet pour améliorer ou réduire le plus possible son impact sur les réseaux écologiques. Peut permettre aussi d'identifier quels seraient les meilleurs endroits pour la création de nouveaux habitats et donc permettre une bonne planification écologique des trams en ville. Le point sur lequel nous, on s'est intéressé pour notre indicateur, c'est donc la biodiversité urbaine. Donc, les espèces qui vivent en ville se développent à la fois dans les espaces végétalisés de type forêt, de type friche, les espaces herbacés, en excluant les espèces dites patrimoniales qu'on retrouve peu en ville et les espèces anthropisées, donc celles qui tirent profit vraiment uniquement du milieu urbain comme certaines espèces domestiques ou des pigeons qui en fait n'ont pas forcément besoin des trams pour être présents dans les espaces. Donc on s'intéresse uniquement aux espèces qui profiteraient justement de cette planification écologique des trams, ce qu'on peut appeler des espèces urbano-tolérantes. Euh, donc pour développer notre outil, on a décidé de modéliser donc, les déplacements de différents groupes d'espèces dans différentes sous-trames. On a développé une sous-trame de milieu boisé, une sous-trame de parc et jardin et une sous-trame de friche et milieu herbacé. Pour développer ça, on s'est basé sur des outils comme la cartographie de l'Institut Paris Région. Et pour chacune de ces trames, on modélise trois groupes d'espèces différents qui ont des modes de déplacement différents. Je voulais juste préciser que ce travail a été fait par nous et aussi a bénéficié de l'aide de Simon Tarabon et d'Ubiquist qui, l'année dernière, a aidé en particulier à constituer ces sous-trames, ces groupes d'espèces. Donc, je voulais en profiter j'étais coupé pour saluer Simon et Tarabon et évoquer aussi l'apport qu'il a fait avec bien sûr Céline, Marc, etc., mais l'apport qu'il a apporté dans la constitution des trames et des espèces. Excuse-moi. Donc, chacune de ces trois espèces, ou groupes d'espèces, ou on les appelle aussi des espèces virtuelles, on modélise ces déplacements dans chacune des trois trames. Donc, on a les espèces terrestres moyennement dispersantes, les espèces volantes peu mobiles, donc des papillons, des petites abeilles, et des espèces volantes très dispersantes, qui sont plutôt des oiseaux. Et donc, on modélise chacun de ces groupes dans chacune des sous-trames, ce qui veut dire qu'in fine, on modélise en fait 9 guildes d'espèces au total. Et donc, comme l'a dit Hervé au début de la présentation, à l'heure actuelle, notre indicateur prend en compte 26 espèces donc, qui sont dans ces trois groupes.
Et aujourd'hui, il y a un travail qui est fait pour améliorer la représentativité de nos modèles. Et donc, on recherche constamment si nos modèles ne correspondent pas à des espèces qu'on pourrait intégrer et aussi à des nouveaux groupes d'espèces qui représenteraient d'autres modes de dispersion des espèces. Donc, une fois qu'on a fait nos modélisations de déplacement, on calcule des indices de connectivité. On en prend deux. On a choisi l'indicateur de flux et l'indicateur de centralité, qui sont deux métriques qui sont assez couramment utilisées dans le monde de la recherche. Et donc, ces indicateurs nous donnent une valeur pour chaque habitat. Et ensuite, on vient interpoler ces valeurs, donc venir lisser sur l'ensemble du territoire nos valeurs de connectivité. Ce qui nous permet en fait d'avoir une valeur pour l'ensemble de notre territoire. Et une fois qu'on a réalisé ce travail, on peut venir croiser cette valeur avec les lots immobiliers qu'on a identifiés grâce aux données de l'Institut Paris Région. Et ce qui nous donne la première carte qu'on a construite. Donc là, c'est la commune de Gennevilliers que vous observez. Et donc, une fois qu'on a croisé nos valeurs de connectivité avec nos lots immobiliers, on fait un travail de tri à l'échelle des communes. Alors, j'ai oublié de le préciser justement, c'est que notre indicateur, il est calculé à l'échelle des communes, parce qu'on pense que chaque collectivité peut avoir un intérêt et un impact sur la connectivité. Et en calculant justement à l'échelle de la commune, ça évite d'écraser les valeurs à l'échelle régionale et il n'y aurait que les collectivités proches des très gros réservoirs qui pourraient avoir un impact. Donc là, c'est vraiment se positionner à l'échelle de la collectivité. Donc ce que je disais, oui, c'est que les lots immobiliers, après, ils sont triés par 5 niveaux de contribution potentielle à la connectivité par décile de 20%. En reprenant un petit peu le code couleur d'un DPE énergétique, on essaie de faire une sorte de diagnostic de biodiversité. Donc les valeurs A, les lots immobiliers qui ont une valeur A, c'est les lots immobiliers qui ont un potentiel très fort pour la connectivité. Les lots immobiliers B, c'est ceux qui ont un potentiel bon. À partir de C, on est dans une contribution moyenne. Et à partir de D et E, on est plutôt sur une contribution faible à très faible. Donc, comme je le disais, les zones A et B, c'est celles qui sont vraiment très, très importantes et très, très proches des réseaux écologiques fonctionnels. Donc, ils ont un rôle important pour le renfort des trams et en particulier pour les aménagements qui peuvent être faits dans ces zones-là. Les zones C, c'est plutôt des zones qui sont indirectement connectées au réseau écologique, mais qui ont quand même un potentiel qui peut être important. Donc, c'est des zones qui sont moins prioritaires lors d'aménagement, mais quand même pris en compte. Alors que DE, c'est des lots qui sont plutôt distants des réseaux écologiques et qui n'ont pas un rôle important. Mais néanmoins, il faut bien prendre en compte qu'ils peuvent avoir une attention particulière pour d'autres enjeux, îlots de fraîcheur, gestion des eaux pluviales, aménité. Et j'ajouterais juste avant que tu précises quelque chose, c'est qu'aussi, si on veut avoir une construction profonde d'une trame, on peut aussi construire et développer des choses sur des DE et partir de cette absence de trame pour le relier. Oui, j'en profite, excuse-moi, j'en profite pour dire aussi, donc on a souvent la question, mais pourquoi vous avez établi des priorités, hein, vous avez défini des priorités. Alors, il y a plusieurs éléments à cette question. Un premier élément, c'est que les budgets en matière de biodiversité, je vais commencer par l'aspect économique, les budgets en matière de biodiversité sont souvent comptés et définis, et donc on n'a pas, on est obligé d'arbitrer dans les moyens. Donc le fait de définir les lots par importance écologique permet d'indiquer dans la commune quels sont les endroits où si on fait une action, elle aura le plus d'impact en termes de réseau, de réseau écologique. Hein, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on a fait cet aspect l'eau aussi parce que nous sommes convaincus que la constitution des trames écologiques dans une ville ne pourra pas s'appuyer que sur les parcs et jardins publics et les bords d'infrastructures. Il va falloir, pour créer des trames dans le milieu urbain, du fait de la rareté du sol, mobiliser l'ensemble des lots immobiliers, qu'ils soient des résidences, qu'ils soient des pavillons, qu'ils soient des jardins d'entreprise. Et donc, l'existence de cette carte permet aussi de traiter cette question et de définir les priorités non seulement
pour les espaces gérés par la commune ou le département ou la région, mais aussi de pouvoir indiquer des priorités dans les espaces qui sont sous la propriété d'acteurs comme des entreprises, comme les particuliers, comme les gestionnaires de résidences. Donc, ça permet aussi de pouvoir définir des mobilisations collectives par rapport aux trames écologiques. J'ai oublié de préciser que sur cette carte, déjà, c'était la collectivité de Gennevilliers, sur laquelle on travaille et qu'on a présenté au début de la présentation, qui est une collectivité partenaire. Et ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'on a pu faire une analyse de cohérence avec d'autres études qui avaient été faites, et c'est qu'on retrouve les trames qui avaient été identifiées au préalable. Et je préciserai aussi que sur cette carte, comme vous pouvez le voir, donc les valeurs qui sont en vert, c'est bien des lots immobiliers et ce n'est pas des habitats écologiques. Les habitats écologiques ne sont pas représentés sur la carte, ils sont en grisé. On le voit sur le fond satellitaire. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien les lots immobiliers qui pourraient contribuer au réseau écologique. Donc, cette carte de notre indicateur, en fait, il y a 5 autres cartes qui sont complémentaires. Il y a bien sûr l'indice de potentialité de connectivité par maille, qui est la deuxième carte que vous voyez. Il y a l'indicateur global de connectivité écologique. Et il y a aussi, on va dire, l'essence même de l'indicateur, puisque l'indicateur global de connectivité écologique est créé grâce à l'indicateur par les 3 sous-trames que vous voyez en bas de votre écran. À gauche, il y a l'indicateur pour les milieux boisés, au milieu pour les parcs et jardins, et à droite pour les espaces ouverts. Euh, oui. Donc l'indicateur de potentialité de connectivité par maille, il peut être intéressant parce il permet d'affiner justement et de descendre en dessous en termes d'échelle par rapport au lot immobilier, et donc d'avoir une analyse plus fine, puisqu'on travaille sur des mailles de 25 par 25. Ça permet de voir où se situent les frontières entre différents niveaux de potentiel de connectivité et d'avoir un niveau de précision bien plus grand. Et nous travaillons sur le fait éventuellement de pouvoir le réduire à 10 mètres. Oui. Alors, par commune, ça pose aucun problème. Après, c'est de pouvoir le faire par rapport des cartes Île-de-France, de pouvoir le réduire à 10 mètres, où là, on a encore des questionnements de capacité de calcul. Voire à terme, 5 mètres, voire le mètre, d'ici, ça, c'est un des objectifs qu'on voudrait se fixer. L'autre carte qui est complémentaire à l'indicateur par lot immobilier, c'est l'indicateur global. Donc là, les valeurs ne sont pas triées par un DPE biodiversité, mais elles représentent bien le réseau en tant que tel. Donc là, les habitats apparaissent et ça peut être intéressant pour une collectivité, pour la constitution de nouvelles trames, ou essayer d'identifier son cœur de réseau, voir les espaces qu'il faudrait protéger. Ça permet d'avoir une synthèse à l'échelle de la commune. Et cet indicateur global, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut aussi le décliner donc, de sa constitution par les sous-trames. Donc, si une collectivité veut s'intéresser uniquement au milieu boisé ou qu'elle identifie qu'elle est à côté d'un corridor d'importance en raison de la proximité d'un bois, on calcule notre indicateur à l'échelle des bois, que vous voyez sur la gauche. On peut le faire aussi sur les parcs et jardins au milieu et sur les habitats ouverts à droite, qui peuvent être intéressants puisque aujourd'hui, il y a toute une question en Île-de-France sur l'aménagement ou la conservation des friches en fonction de leur état. Et on a amorcé un travail Avec la RB. avec l'ARB sur la notation justement des friches. Et donc, la trame milieu ouvert et friche est particulièrement importante en Île-de-France. Alors, pour le deuxième semestre 2024 et l'année 2025, aujourd'hui, on aimerait améliorer notre indicateur. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, on a finalement, notre indicateur, il est constitué de trois sous-briques à l'heure actuelle. Et on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup d'autres enjeux que la trame verte et les milieux végétalisés, notamment la sous-trame milieu humide qui pourrait être décomposée en plusieurs sous-trames et qui est d'une importance cruciale pour de nombreuses espèces qui ont besoin des milieux d'interface entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres, notamment avec des interfaces de milieux ouverts et mares ou milieux boisés et mares. Donc, on fait un vrai travail sur l'intégration de cette sous-trame qui devrait arriver euh, deuxième semestre 2024 et peut-être 2025. On vous le présentera dès qu'on aura des résultats. L'autre travail qu'on aimerait mener, c'est bien sûr l'intégration de la pollution lumineuse qui est très importante, alors qu'au début, on pensait qu'elle était
importante uniquement pour les espèces nocturnes, on se rend compte en fait que de nombreuses espèces ont des cycles comme nous, et donc la lumière impacte de nombreuses espèces. Donc là aussi, on essaye de mener un travail pour l'intégration de la pollution lumineuse. Enfin, on a amorcé un travail avec Bruit Paris pour intégrer la trame blanche, donc la pollution sonore que provoquent les infrastructures routières, les aéroports, toutes les activités humaines. Et donc, toutes ces sous-trames et cette trame blanche et cette trame noire qui, elles, viennent par pondération de notre indicateur global, vont venir enrichir au cours de l'année 2024 et 2025 notre indicateur. Voilà. Donc, une première approche avec donc aussi l'idée de bien montrer qu'on a un indicateur, mais que derrière cet indicateur, on réfléchit en particulier avec nos collectivités partenaires et avec nos entreprises partenaires à ce que cet indicateur soit complété par des analyses qui permettent d'affiner les jugements et d'avoir des regards écologistes, des regards écologues plus affinés selon les enjeux que l'on a au niveau de la collectivité. Alors, dernière partie qui est en cours de développement actuellement avec nos collectivités partenaires, c'est que l'objectif était à la fois de définir un indicateur, mais il existe déjà beaucoup d'indicateurs en matière écologique, hein. Il y a beaucoup de travaux scientifiques qui ont été faits, scientifiques et techniques qui ont été faits pour définir des indicateurs écologiques et en particulier les indicateurs de connectivité écologique. Mais un deuxième enjeu qui nous paraissait très important, c'était aussi de s'assurer que ce que propose l'indice, ce que nous avons conçu avec l'ARV et les collectivités, a une utilité opérationnelle. Donc, il y a un deuxième volet, c'est de se dire, mais finalement, travailler pour dire, OK, on a fait un indice, est-ce qu'il aide à créer les trames? Alors, c'est en cours d'élaboration. On espère que dans les années à venir, il y aura plein d'applications qui seront développées et d'utilisation de cet indicateur. Je voulais vous évoquer rapidement quelques thèmes sur lesquels nous travaillons aujourd'hui et nous essayons de voir comment ces cartes peuvent aider les collectivités, mais aussi les acteurs d'aménagement, les acteurs de promotion, les acteurs de gestion d'actifs sur ce sujet. Alors, quatre premiers exemples de vous évoquer, des exemples de stratégie, des exemples de réaménagement d'espaces verts, la question des zones pavillonnaires qui est en région Île-de-France, mais aussi dans beaucoup d'autres régions du fait des politiques de zéro artificialisation nette est une zone à fort enjeu aujourd'hui urbanistique, ou aussi finalement est-ce qu'on arrive à concilier ces réflexions de tram avec d'autres enjeux de la ville. Alors, un premier exemple que nous développons, sur lequel nous travaillons avec la ville de Chaville, c'est de voir si on peut définir des priorités spatiales en termes de plans et de stratégies de biodiversité. Donc, nous avons pour cela à la fois, donc, vous avez la carte élaborée par l'eau, où, comme Tanguy l'avait évoqué, quand on fait une carte par l'eau, on ne prend pas en compte les espaces naturels, en particulier les deux bois qui enserrent Chaville, mais on continue à prendre en compte les éléments fragmentants, en particulier les deux lignes de chemin de fer qui cadrent la ville de Chaville. Et donc, à partir de notre carte, nous avons enfin, de la carte de l'indicateur qui permet à la fois de repérer l'importance des lisières qu'il y a autour du premier bois, mais qui permet aussi de montrer qu'il y a d'autres lisières qui sont importantes, peut-être une importance moindre, mais qui sont quand même importantes. Et puis la possibilité d'existence de trames qui potentiellement seraient susceptibles de pouvoir
commencer à élaborer des trames. Alors, nous avons pris cette carte, nous sommes après inspirés des différentes études écologiques qui ont été menées, en particulier FNE avec Environnement 92 a fait des études très intéressantes de connectivité écologique. Il y a un PLUI qui est en cours avec en particulier une OAP très intéressante en termes de connectivité écologique et qui en particulier a bien mis en valeur l'enjeu qui peut y avoir entre les deux ferrets en termes de connectivité écologique. Et on arrive aujourd'hui à définir des zones sur lesquelles il serait intéressant de travailler. Toujours pareil, par rapport à une notion de priorité, de travailler sur l'écologie. Alors là, je vous dis la carte qui est la carte sur les trames vertes. Il y a une autre carte sur laquelle nous sommes en train de travailler qui sera complétée par nos analyses, nos simulations de trames milieu humide sur les trames zones humides et milieux humides. Donc là, c'est les trames vertes où on voit bien qu'on a à la fois des enjeux donc liés aux deux bois, hein, aux deux forêts, hein, qui sont des enjeux en tant que tels, mais qui ne dépendent pas directement de la ville. Et puis après, on a de manière plus générale un enjeu de lisière de forêt, avec là aussi des lisières avec des distances qui sont indiquées par le PLU et l'OAP, des distances de 50 à 100 mètres, et puis peut-être des distances plus importantes qui seraient à prendre en compte si on prenait en compte l'écologie ou une part de l'écologie des espèces concernées par les problématiques de lisière. Donc on a ça. Et après, on a ce que je vous indiquais, un travail qui est en cours de réflexion pour regarder comment et de quelle manière on pourrait constituer avec 4, 5, 6, on pourrait constituer des trames urbaines et des trames condensées urbaines en pouvant à la fois mobiliser les espaces publics, mais aussi les espaces pavillonnaires ou les résidences, etc., de voir si on peut constituer et élaborer des trames puisque naturellement en ville, du fait de la fragmentation, du fait de l'importance du foncier, on aura souvent des trames qui seront soit des pas japonais, comme on dit, donc qui seront des ensembles de pas japonais qui permettent aux espèces en particulier d'avoir un corridor, soit on peut avoir ce qu'on appelle des métapatchs, c'est-à-dire des ensembles de patchs mais qui sont suffisamment connectés pour représenter un espace de vie pour les espèces. Donc ça, un premier exemple qui permet, donc la carte permet complète, aide à travailler sur ces questions de stratégie spatiale de biodiversité ou de priorité en termes de biodiversité. Ensuite, on est avec la ville de Gennevilliers. La ville de Gennevilliers a décidé de réfléchir au parc des Cévines, voilà, et de voir comment on pouvait redéfinir un projet euh, en renforçant les dimensions d'aménité paysagère, de renaturation, de réseau écologique. Et nous regardons à partir de ce travail sur le parc de Séville, à la fois comment et de quelle manière on peut aider à ce que ce parc aide et renforce la trame qui existe actuellement, le potentiel de trame qui existe actuellement à Gennevilliers, et comment aussi l'interne de ce parc peut être un élément de confort par rapport aux trames. Donc, c'est cette notion de comment je fais le lien du parc avec les trames potentielles qui existent dans la ville. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'à l'intérieur du parc, j'élabore, je construis, je propose, je réfléchis, je mets en œuvre, qui permettent de renforcer la trame existante ou qui permet de construire ou de renforcer le potentiel de la trame, parce que c'est naturellement toujours des travaux qui nécessitent naturellement des consultations, des appels d'offres, donc un certain temps de mise en œuvre. Hein. Tu avais pas de complément sur cet aspect-là. Troisième projet, et donc la carte nous aide, puisque la carte nous permet de définir les différents lots, donc les acteurs et comment on pourrait, de quelle manière on pourrait agir auprès de ces acteurs pour qu'on travaille globalement et par un collectif de lots
à la constitution de cette trame en partant de l'action qui va être menée par la ville sur le parc, qui va initier donc cette démarche. Après, alors pour tout vous dire, donc là c'est sur Aulnay, mais on a 3 villes sur lesquelles on travaille. Ça a été un des retours de l'année dernière, c'est que les zones pavillonnaires, puisque si on prend alors j'ai pris la ville de Nez parce que la ville de Nez a des zones pavillonnaires qui sont en vert et des zones pavillonnaires qui ne sont pas en vert, hein, parce que c'est toute la partie zone pavillonnaire hors centre-ville de Aulnay est une zone pavillonnaire. Et quand nous avions présenté notre carte, ça avait été une réaction euh, quasiment de toutes les collectivités, mais en particulier de Troyes, en disant, mais les zones pavillonnaires sont dans vos cartes en jaune, or, nous avons des enjeux, or, nous souhaitons faire des actions par rapport à ces zones pavillonnaires. En particulier, parce que souvent, on peut avoir des risques, en particulier d'îlots de chaleur ou de gestion d'eau pluviale qui existent dans ces zones-là. Donc, un intérêt pour la ville d'avoir des réflexions de services par la nature. Et dans le même temps, il y a des jardins dans ces zones pavillonnaires. Donc, un potentiel d'action sur le sujet. Et en plus, un intérêt pour la ville, intérêt du conseil municipal, mais intérêt des acteurs, intérêt des propriétaires et des locataires de ces zones à travailler sur les questions de biodiversité. Et donc, nous allons, à partir de la carte, regarder, est-ce que, à partir, par exemple, là, est-ce qu'il y a la possibilité ou non, et comment, et avec quel type d'implication, de consolider et de créer une trame, un renforcement d'une trame urbaine d'Aulnay sur le sujet, et aussi là où il y a en partie en plus des enjeux d'îlots de fraîcheur, comment on peut impliquer cette partie des zones pavillonnaires, avec en particulier des liens à venir avec le canal de l'Ourcq. Donc, de voir comment ces cartes peuvent aller par rapport à des alignements d'arbres, par rapport à constitution de réseaux de mares, par rapport à la végétalisation de places ou de bords de route, comment on peut concilier et renforcer le rôle de ces zones pavillonnaires dans la politique de biodiversité d'une ville. Et dernier point que je souhaitais absolument évoquer, c'est que naturellement, la carte de l'indice est centrée sur la connectivité écologique et la constitution et le renforcement des trames écologiques urbaines. Mais il y a bien sûr d'autres enjeux dans une ville et que la carte, pour le coup, c'est des cartes qui ont des biais affirmés et reconnus, mais qu'il faut naturellement pondérer par les autres enjeux de la ville. Et donc, je souhaitais à la fois dire c'est que notre indice de connectivité écologique, l'ARB travaille aujourd'hui pour l'intégrer par rapport au projet que l'ARB a mené, ReGreen, qui est un projet où ils ont cartographié pour toutes les communes de l'Île-de-France d'autres enjeux environnementaux, îlots de fraîcheur, possibilité pour les personnes d'avoir rapidement et pas loin un espace, donc les aménités paysagères, la gestion des eaux pluviales, voilà, donc, les problèmes de mobilité, etc. Donc d'avoir la démarche ReGreen est une démarche qui permet à la fois de pondérer ou de mettre en valeur l'indicateur et l'indicateur de connectivité en le rapprochant d'autres enjeux. Typiquement, c'est ce que je vous évoquais sur les zones pavillonnaires. On peut avoir des zones pavillonnaires qui, à court terme, ont un rôle faible en termes de réseau écologique, mais qui ont un vrai enjeu d'îlots de fraîcheur. Et donc, la végétalisation, elle va avoir un intérêt par rapport à la constitution de fraîcheur, mais regardons aussi comment elle peut jouer sur la constitution, même si elle n'est pas directement efficace sur le sujet. Donc, il faut toujours pondérer l'indice et les cartes que nous proposons par rapport à d'autres enjeux environnementaux pour enrichir la qualité de l'utilisation et de la pertinence en aide à la décision que souhaite apporter l'indicateur que nous avons décrit. Voilà, donc nous avons terminé notre présentation. J'espère que nous avons
réussi à vous montrer l'intérêt de cet indicateur. Je tiens encore à remercier nos partenaires, hein, avec lesquels nous avons un dialogue et une élaboration, une collaboration très instructive sur ce sujet, parce qu'il y a certains aspects qui sont de recherche, hein. Si je prends par exemple la trame blanche, on voit bien aujourd'hui qu'on a des trames, des pollutions sonores qui sont valables pour l'homme. Est-ce qu'elles sont valables pour l'écologie? On a des questions scientifiques un peu lourdes à traiter sur le sujet. Mais les collectivités sont très intéressées à travailler, à participer, et l'ARB sur le sujet. N'hésitez pas à poser des questions du coup dans le chat de la présentation. Il y en a déjà pas mal, donc D'accord, vas-y. c'est cool parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse. Donc je vais prendre les questions les plus techniques. Donc je vais revenir pour donner quelques précisions sur l'indicateur. Alors bien sûr, cet indicateur il se base sur une cartographie d'occupation du sol et donc les éléments fragmentants comme les rails et les routes sont pris en compte à travers une matrice de résistance où à chaque type d'occupation sont attribués donc des coûts de résistance. Et donc, les éléments fragmentants comme les routes et les rails ont des coûts très, très importants pour le déplacement des espèces. Je vais aussi revenir sur les méthodes de calcul des indices. En fait, les 9 guildes représentent 9 modèles de calcul. Et donc, il y a 3 modèles par sous-trame. Et une fois que ces modèles sont calculés, ils sont agglomérés par moyenne arithmétique à l'heure actuelle. Alors, sachant bien sûr qu'on a fait le choix aujourd'hui de faire la moyenne arithmétique, mais que bien sûr notre conseil scientifique nous a alerté sur le fait qu'en première approche, ça pouvait être suffisant, pas satisfaisant, mais ça pouvait être utilisé en première approche. Et aujourd'hui, nous travaillons en particulier par le biais de la problématique de l'intégration de la zone milieu humide. Nous sommes en train de réfléchir sur des modes d'intégration qui seraient écologiquement plus pertinents sur ce mode de moyenne arithmétique. Oui. On est bien conscient que c'est... Mais ça donne quand même déjà une première approche qui est écologiquement, dans une première approche satisfaisante, quoi. Enfin, satisfaisante, suffisante. Et on en avait déjà discuté aussi ensemble des biais que représente le fait de rassembler par moyenne arithmétique. Et on s'est dit qu'aussi, c'était des biais qui étaient facilement compréhensibles par les gens et qu'on voulait que notre indicateur il soit le plus compréhensible possible. Oui. Et donc voilà. Je me permets de répondre aussi sur la question des plantes. Pour l'instant, notre indicateur, il prend en compte uniquement des espèces de faune. On travaille sur l'intégration des plantes, mais le fait est qu'elles se déplacent par dispersion passive et donc ça peut être un peu plus complexe sur les modèles de dispersion, mais on commence à y réfléchir. Bien sûr, il y a une question aussi sur les haies. Les haies sont prises en compte dans nos modèles et sont des questions très importantes, notamment dans les milieux agricoles, même si notre indicateur est sur les espaces urbains et périurbains. Il y a une réflexion à mener sur la question des haies. Oui, et donc en particulier, on travaille actuellement avec l'ARB je prendrai cette question, qui a des cartes complémentaires. On regarde aussi avec des partenaires comme la FNE et l'Environnement 92 pour améliorer la qualité de nos cartes de végétation, pour avoir une prise en compte fine de végétation. Et après, on a aussi tout un travail donc on présentera sûrement à d'autres webinaires d'analyse diachronique, c'est-à-dire qui nous permettent d'apprécier la pertinence de la constitution de haies ou d'alignements d'arbres et quelle contribution à ce moment auraient ces alignements de haies, ces contributions d'arbres, ces réseaux de mares au renforcement des réseaux et de trames écologiques. Après, il y a des problèmes de calcul. Si on veut un indicateur au niveau de l'Île-de-France et de la France, sur le niveau de finesse qu'on pourra garder sur l'indicateur aujourd'hui. Alors, oui, il y a une question sur les obligations sur les promoteurs immobiliers. Aujourd'hui, donc d'abord, il y a les obligations. Il y a des conséquences aujourd'hui en termes d'obligations qui sont en train de monter pour tous les projets, que ce soit les projets d'aménagement ou les projets d'îlots, qui sont en particulier liés au fait qu'aujourd'hui, il y a, d'après la loi et dans le cadre des constitutions et des nouveaux PLUI qui sont en cours, pour ceux qui sont en cours aujourd'hui d'élaboration, les futurs qu'il y en a, il y a la nécessité d'avoir une OAP
légalement une OAP continuité écologique, donc d'avoir des éléments sur la continuité écologique. L'OFB en particulier a élaboré un document technique il y a un mois qui est très intéressant, où ils font un peu une synthèse des mesures qui sont à faire au niveau d'un PLU, un PLUI, d'un PLU et d'un règlement, les mesures qui peuvent être prises en compte et utilisées pour renforcer les continuités écologiques. Et à ce moment-là, quand c'est dans le cadre d'un PLU et d'un règlement, ça génère des obligations réglementaires pour les projets. De plus, avec un certain nombre de collectivités qui ont des chartes de ville durable, des chartes d'aménagement, des chartes de bâtiments durables. Il y a un travail qui est entré, qui n'est plus réglementaire, mais qui fait partie d'une charte et d'une politique d'une collectivité. Il y a la possibilité, en particulier dans les zones vertes et les zones très vertes, de concevoir, de promouvoir des mesures qui, certes, ne sont pas réglementairement obligatoires, mais qui sont vivement souhaités par la collectivité. Je suis prudent puisqu'il y a eu toute une jurisprudence juridique sur ces chartes et sur l'application de ces chartes. Mais donc, il y a aussi, donc aujourd'hui, les projets de plus en plus tiennent en compte cette question de connectivité écologique. Je cite aussi, parce que nous en parlerons à un prochain webinaire, un travail fait par l'INRAE, qui a développé un outil dans les mesures, dans les procédures ERC, qui permet de qualifier et de quantifier l'apport en termes de connectivité écologique. Donc, ce sujet des connectivités écologiques, à la fois monte en puissance et de plus en plus les collectivités, mais les acteurs, les promoteurs, les gérants d'actifs auront des outils qui leur permettront de concevoir et d'élaborer des actions et des politiques sur ces questions. Parce que c'était un peu le problème que nous avions aujourd'hui, c'était que beaucoup de gens étaient conscients de l'importance de la question de connectivité écologique, mais pour autant n'avaient pas d'outils qui leur permettaient de clarifier, statuer, décider, quantifier ces actions sur ce sujet. J'ai un peu trop parlé là. Mais non, mais tu as permis de répondre à d'autres questions, notamment sur l'utilité des entreprises, l'utilité de notre indicateur pour les entreprises. Alors là, Mais, oui, c'est pour les entreprises. Alors, on travaille avec ça, en particulier avec CDC, CDC Habitat. Mais aussi avec des foncières où on voit, on peut élaborer aujourd'hui des priorités, mais ce sera l'objet de notre prochain webinaire, des priorités par parc. Et on peut élaborer aussi des diagnostics flash et des plans d'action continuité écologique par site. Donc, on peut descendre de la carte et des enjeux dans une collectivité à des plans d'action au niveau d'un site. on est bien conscient de ne pas avoir répondu à toutes les questions, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez d'autres et ou d'autres précisions sur le projet et sur l'indicateur. Vous avez nos adresses mail ici et nos numéros de téléphone. Donc, c'était un plaisir de vous Oui, présenter le tout à fait. projet, l'indicateur de... Avec le fait que nous vous invitons pour le 18 juin à la même heure, 11 heures, pour un webinaire, un deuxième webinaire qui sera justement sur le rôle que peut avoir un patrimoine immobilier sur la connectivité urbaine et donc de vous illustrer comment au niveau d'un parc immobilier, on peut avoir une traduction de ces aspects de connectivité écologique. On vous Voilà, enverra l'invitation vous aurez une invitation. Et puis, normalement, il y a un replay qui sera, disponible sur qui YouTube. sera disponible sur YouTube, qui vous sera envoyé prochainement. Voilà. Et il y aura en particulier à ce moment-là nos coordonnées. Voilà. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons biodiversitement vôtre une très belle journée. À Au revoir, bientôt. à Au bientôt. revoir.